Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission que je commence comme d'habitude en vous donnant quelques nouvelles de notre petite entreprise. Elle ne se porte pas mal. Elle reçoit avec une jolie régularité des abonnements, mais jolie régularité ne veut pas dire que nous avons déjà atteint l'objectif qui nous permettra d'assurer notre indépendance et par conséquent n'abandonnez pas, continuez à venir sur le site Le Nouvel Esprit Public sans séparation.fr et vous trouverez là tous les moyens de nous soutenir, notamment celui qui consiste à prendre un abonnement mensuel, qui est le moyen évidemment le plus assuré pour nous de recevoir votre soutien et de pouvoir continuer. Vous savez déjà que notre supplément gratuit, notre BADA, celui de la dernière émission en public, est sur le site et vous savez également que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui publie cette semaine un dossier intitulé « Viol, rumeurs et tribunaux », dossier qui explore les réponses judiciaires et médiatiques à la libération de la parole sur les violences sexuelles, et dossier qui comporte entre autres un substantiel entretien avec Daniel Salas, magistrat, entretien intitulé « Le tribunal médiatique n'a pas de langage ni de code ». Nous allons nous efforcer d'éclairer certains aspects de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous commencerons par nous intéresser aux droites en France. En décembre 2017, Laurent Wauquiez, élu président du Parti des Républicains avec environ 75% des suffrages exprimés, s'est posé en rassembleur de la droite, déclarant « Je ne laisserai plus les petites chapelles et les querelles d'ego affaiblir notre famille politique, le temps des écuries est révolu ». Laurent Wauquiez s'est attaché depuis à dépeindre Emmanuel Macron comme l'incarnation d'une élite mondialisée et déconnectée, se faisant le défenseur des classes moyennes, de la France rurale, des périphéries et plus largement d'une France dite enracinée, ce vieux pays, comme il dit, ce vieux pays si émouvant qu'il préfère au triste village global qui n'est que la vitrine déshumanisée d'un monde sans racines. Fin de citation. Cette ligne politique est loin de faire l'unanimité dans son propre camp. Les deux concurrents de Laurent Wauquiez à la présidence du parti, Maël de Calan et Florence Portelli, dénonçant les méthodes d'un président stalinien, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, faisant valoir l'existence de deux droites, je cite, l'une plus conservatrice et l'autre plus progressiste, une droite qui, à l'élection présidentielle, a voté pour Emmanuel Macron et une autre qui ne l'a pas fait. Ces désaccords ont été renforcés cette semaine après la diffusion des propos virulents tenus par Laurent Wauquiez le 15 février devant les étudiants d'une école de commerce de Lyon. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et principal opposant à Laurent Wauquiez, déclarant « C'est du Trump, c'est pire que Trump, certains veulent trumpiser la vie politique française ». À l'extrême droite, les divergences ne sont pas moins nombreuses. Marine Le Pen s'est dit prête à faire du Front National un véritable parti de gouvernement en poursuivant trois objectifs, rassembler, poursuivre l'implantation locale frontiste et changer de nom lors du congrès de Lille les 10 et 11 mars en vue des élections européennes de 2019 et des municipales de 2020. Mais le créneau souverainiste semble désormais fortement encombré avec la création du parti Les Patriotes par l'ex-bras droit de Marine Le Pen, Florent Philippot, qui déclare avoir tourné la page d'un FN embourbé, pathétique, qui se rediabolise et qui conclut les extrêmes sont des impasses. Et jeudi, après s'être adressé aux conservateurs américains, Marion Maréchal Le Pen a annoncé dans Valeurs Actuelles sa participation à la création d'une académie destinée à former la jeunesse conservatrice. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, nous sommes à l'évidence en train de vivre des moments de redéfinition de la droite en France, en Europe et dans le monde. Je pense que nous vivons vraiment quelque chose d'assez nouveau, d'assez insolite. Laurent Wauquiez
a fait campagne avec succès dans son propre parti sur le thème « Enfin une droite de droite, enfin une droite décomplexée, une droite qui s'assume comme telle, une droite qui n'est pas de l'eau tiède ». Alors il y a effectivement un grand nombre de gens, c'est certainement pas majoritaire, mais un nombre significatif de gens qui se reconnaissent dans cette tentative de radicalisation. Je crois qu'il faut quand même essayer de la resituer historiquement. Je pense que c'est une rupture très profonde avec l'histoire de la droite. Il y a certainement en France, depuis que les Amis de la Reine se sont mis à droite de l'Assemblée constituante, un parti de droite très monté, très réactionnaire, très monté contre la gauche, qui s'est identifié à la contre-révolution avec Joseph de Maistre et avec Bonald, qui s'est identifié à la droite de l'ordre moral, parce que même au moment de la crise fondatrice du 16 mai 1877, les partisans de M. de Broglie étaient très ambigus, ils étaient assez largement orléanistes, mais il y avait quand même une frange de droite qui s'est exprimée après, au moment de l'affaire Dreyfus, avec d'ailleurs un très grand insuccès pour la droite, puisque l'affaire Dreyfus a ruiné la droite modérée et a installé une gauche radicale, très violemment anticléricale, pratiquement jusqu'à la guerre. Ensuite, on a eu à nouveau des mouvements très forts, l'Action française, évidemment, la Révolution nationale du maréchal Pétain et l'extrême droite de Le Pen sur un fond qui n'était pas spécifiquement d'extrême droite, mais qui a permis à l'extrême droite de se constituer, qui était l'Algérie française intégrale. Tout ça a existé. Mais en réalité, la droite de gouvernement en France, elle est sur une toute autre ligne. La droite de gouvernement a toujours été une droite de gauche. Depuis Jules Ferry. Le compromis opportuniste, comme on disait à l'époque, le mot n'a plus le même sens aujourd'hui que ce qu'il avait du temps de Jules Ferry ou de Waldeck-Rousseau, c'était l'idée que les valeurs centrales de la droite de gouvernement, c'était les valeurs de la République, simplement qu'à la différence de la gauche, on était contre un idéalisme excessif, contre le fait de tout faire en même temps, pour une vision beaucoup plus tragique et beaucoup moins sens de l'histoire du mouvement des civilisations, et qu'on était en plus sur l'idée qu'il fallait rassembler les Français et non pas cultiver une sorte de conception agonistique, de conception lutte des classes ou lutte des partis, qui était l'apanage de la gauche. Alain, c'est à ce moment-là qu'Alain disait quand j'entends un homme dire qu'il n'est ni de droite ni de gauche, je flaire l'homme de droite. C'est exact. Et quand vous regardez l'histoire de la République, vous vous apercevez que vous avez Ferry face à Clémenceau, ensuite ça a changé avec la guerre, etc. Vous avez ensuite Poincaré face à Herriot. Vous avez Paul Reynaud face à Daladier. Et vous retrouvez Edgar Faure, en réalité, même s'il était issu du Parti radical, mais d'un radicalisme modéré, face à Mendès France en 56. Et vous avez et tout cela, ça existe, et ça aboutit à Giscard, Barre, contre Mitterrand. Ce sont des gens qui sont profondément, comme le disait Barre, libéraux sociaux européens. Et le grand homme qui a donné ses lettres de noblesse et sa doctrine politique à la droite française, chroniqueur du Figaro pendant de longues années, c'est l'homme auquel Nicolas Bavrez a consacré pas mal de temps, c'est-à-dire Raymond Aron. Raymond Aron, c'est un social-démocrate modéré, qui comprend que le vrai danger, c'est le bolchevisme, et c'est le communisme, et qui construit une théorie selon laquelle il faut être à la fois keynésien, enfin capitaliste, keynésien pour la démocratie parlementaire. C'est ça. Alors la question qui est posée maintenant, c'est de savoir si et Macron, comme Alain Juppé, comme Valérie Pécresse, comme toute la droite, comme Édouard Philippe, comme toute la droite modérée, est l'héritière. Plus ou moins, on peut nuancer, hein. Et l'héritière de cette grande tradition, qui est une tradition extrêmement féconde. Et alors, on peut se demander maintenant s'il y a un avenir pour un retour alors à des valeurs
profondément différentes, qui sont des valeurs de xénophobie, des valeurs d'autoritarisme, des valeurs d'ordre moral, une morale qui n'est pas vraiment kantienne, mais qui est une morale extrêmement traditionnelle, etc. Tout ça nourrit l'extrême droite. Alors, si j'aboutis à cela, la question que pose Laurent Wauquiez, c'est est-ce qu'il fait simplement des petits signes, des simagrées en quelque sorte, du côté de cette droite profonde, parce qu'il sait qu'il y a un terreau, et il s'apprête, ce qui serait intelligent de sa part, à revenir vers le centre le moment venu, ou est-ce que véritablement, comme ces récentes déclarations semblent l'indiquer, mais elles autorisent toutes les interprétations, est-ce qu'il veut vraiment s'ancrer? Et alors là, je conclurai en disant, ce qui est très impressionnant, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, cette droite de droite est profondément à la mode. Elle est à la mode aux Philippines, elle est à la mode aux États-Unis, elle est à la mode en Angleterre, elle est à la mode en Allemagne, elle est à la mode en Italie. On va voir les élections italiennes, on ne peut que regarder avec beaucoup d'inquiétude ce qui va se passer le 6 mars prochain. Tout ça est un mouvement, en Autriche également, est un mouvement de fond qui est extrêmement grave et qui marque, je crois, une rupture de civilisation. Nicolas Bavrez. Pour la droite française, c'est vrai que 2017 a été une année, une annus horribilis. Elle a perdu évidemment la présidence de la République. Elle est en tout petit nombre à l'Assemblée nationale et surtout elle s'est divisée, donc toute la partie européenne et libérale a largement rejoint Emmanuel Macron et la République en marche, soit au gouvernement, soit donc dans le parti. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les déclarations de Laurent Wauquiez font faire à la droite une grosse rechute alors qu'on avait pu penser qu'il y avait un début de convalescence. Comme on l'a rappelé, finalement, l'élection au sein des Républicains avait eu lieu et le résultat était clair. Laurent Wauquiez a clairement gagné cette élection en décembre 2017. Un début de stratégie était mis en place, qu'on peut aimer ou pas aimer, mais qui de fait croisait à la fois un des angles morts du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la question des territoires, la rupture avec les élus locaux d'un côté, et puis l'idée de s'inscrire de fait dans ce grand mouvement, cette évolution qu'on voit au sein des démocraties où une partie de la droite évolue vers des thèmes qui sont des thèmes plus identitaires. Et enfin, il y avait quand même un début de renouveau électoral puisque les Républicains ont donc la majorité au Sénat avec un certain nombre d'alliés et que les dernières élections partielles avaient été plutôt bonnes pour les Républicains. Donc finalement, on avait le fait que, de même que les Français donnent clairement sa chance à Emmanuel Macron, les Français s'étaient mis dans l'idée qu'ils allaient donner sa chance à Laurent Wauquiez pour être le leader de l'opposition. Et c'est ça, finalement, je pense, qui est aujourd'hui mis en question par ces récentes déclarations. Pourquoi ? Parce que ça télescope sa capacité de leadership, peut-être pas au sein du parti, mais clairement, la capacité de rassemblement est aujourd'hui limitée. Sa sincérité est fortement mise en doute. Et surtout, la capacité à être un homme d'État, quand on fait une sortie pareille, il est difficile de faire confiance à quelqu'un pour diriger un pays quand on n'est pas capable de tenir sa langue devant des étudiants. Sur la stratégie, donc la stratégie de radicalisation, elle-même fracasse une partie de l'électorat potentiel. Par exemple, les attaques sur la CGPME et le MEDEF. Donc ça veut dire qu'on se coupe quand même de toute une partie de la France, qui est une France des petites entreprises, mais aussi des artisans, qui est un électorat normalement potentiel pour les Républicains et qui a été pris à partie de manière frontale. Et enfin, il faut jamais oublier que quand on regarde à la fois la manière dont Laurent Wauquiez a été élu et les gens qui sont autour de lui, il est en réalité l'enfant de Nicolas Sarkozy. Et il est très révélateur de voir que c'est le seul auprès duquel il a présenté des excuses, mais je pense que les séquelles de cet embardé seront profondes. Et donc, il s'est quand même coupé de celui qui est son vrai parrain en politique, et ça laissera des traces
pour le coup, celle-là durable, à l'intérieur du parti. Donc, quelles sont les conséquences pour la vie politique française ? Je crois que la droite, elle est plus éclatée que jamais. Comme on l'a dit, face à Laurent Wauquiez, il y a 2 stratégies maintenant. Valérie Pécresse, c'est la construction justement d'une droite, d'une opposition républicaine, y compris libérale et européenne, à l'intérieur des Républicains. Xavier Bertrand, lui, c'est un peu le même positionnement, mais à l'extérieur. Et puis de l'autre côté, on a également l'éclatement, puisque côté extrême droite, Marine Le Pen peine à remettre, à faire le reset du Front National, et elle est concurrencée avec sans doute peu de succès d'ailleurs, par Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. Celle qui là encore est intéressante, c'est Marion Maréchal Le Pen, qui fait une stratégie de contournement et par l'étranger, et par la formation, et par le secteur privé. Et je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. En tout cas, pour l'instant, cette dérive populiste, je pense que, et cet appel à la France profonde avec quelques relents maurassiens, je ne pense pas que ça fera jamais une majorité aujourd'hui dans la France telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois que les européennes vont être un moment très délicat à passer parce que ça va réactiver et rouvrir un certain nombre de plaies. Et finalement, une fois de plus, le grand vainqueur, celui qui a, parmi des grandes qualités d'homme d'État, le fait d'avoir une chance incroyable, c'est Emmanuel Macron qui se retrouve sans opposition. La dérive chaviste des Insoumis de l'autre côté, l'implosion et le chaos du PS, et maintenant, de nouveau, la division de la droite. C'est une situation politique qui est à la fois très forte et très instable. Pourquoi ? Parce que c'est un pouvoir énorme, sans opposition, sans garde-fou, et en partie vide, parce que la majorité et le parti n'ont eux aussi, en réalité, pas de vraie stratégie autre que l'adhésion personnelle au président de la République. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit Jean-Élie Bourlanges sur le fait que la droite, lorsqu'elle est au pouvoir, est de gauche. Je voulais dire que la gauche, lorsqu'elle est au pouvoir, est de droite. Et donc, il me semble que par rapport enfin, en tout cas, c'est ainsi que le ressentent les électeurs. Ceux qui ont voté pour la droite ont l'impression d'avoir voté à gauche, et ceux qui ont voté pour la gauche ont l'impression d'avoir voté trop à droite. Et à partir de là, on comprend d'abord le phénomène Emmanuel Macron, qui a eu l'extrême intuition de comprendre que pour conquérir le pouvoir, après des déceptions successives à droite et à gauche, la question de se dire de droite et de gauche à la fois était sans doute un bon moyen de conquête du pouvoir. Par rapport à ce que vient de dire Nicolas Bavret sur le fait que Emmanuel Macron est renforcé par l'erreur, j'allais dire conjoncturelle, de Laurent Wauquiez, parce que moi je voudrais relativiser ce qui s'est passé autour de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 choses. D'abord, Emmanuel Macron n'a pas seulement disrupté sur la droite et la gauche, il a aussi détruit les partis politiques. C'est-à-dire que quelque part, il est arrivé au pouvoir sans un vrai parti politique avec lui. C'est ensuite qu'il a constitué son parti politique avec l'idée que d'ailleurs, ce serait un parti pivot, un peu comme le parti constitué par le général de Gaulle. Donc on a un phénomène, rappelons quand même qu'il a appelé son parti avec ses initiales. C'est quelque chose qui était quand même sans équivalent au moment où, dans la Ve République, on avançait plutôt masqué. Donc à partir de là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des stratégies où aujourd'hui, comme vient de le rappeler Nicolas, il y a des personnes qui contournent les partis. Valérie Pécresse, elle contourne le parti, elle ne se présente pas lorsqu'il s'agit de diriger les Républicains, mais elle crée son micro-parti où elle recase d'ailleurs dans l'organigramme tous ceux qui se sont opposés à Wauquiez. Donc elle a un shadow parti, quelque part, des Républicains. Vous avez des personnes comme Najat Vallaud-Belkacem qui choisissent de refuser de diriger le Parti socialiste. On n'avait jamais vu ça auparavant. Et vous avez Marion Maréchal Le Pen qui part faire une incursion américaine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette configuration ? Laurent Wauquiez, lui, on peut dire d'une certaine manière, je ne suis pas très Laurent Wauquiez, mais je pourrais dire, il a quand même assumé ou fait le pari que c'est en dirigeant un appareil de parti qui pouvait être le principal opposant à Emmanuel Macron, en considérant qu'effectivement la dérive, je ne sais pas si je la qualifierais de chaviste, mais en tout cas la dérive de Jean-Luc Mélenchon laissait un grand espace sur l'opposant institutionnel. Et à partir de là, quelle est la bonne stratégie ? Je crois qu'il faut qu'on se pose la question ici. Est-ce que c'est de diriger un parti d'opposition ou est-ce que c'est de contourner et en assumant des responsabilités comme Valérie Pécresse, en montrant qu'on est une intellectuelle comme Najat Vallaud-Belkacem, en allant chez Fayard et en allant dans un institut de sondage, en allant étudier la société et l'opinion publique, est-ce qu'on reconquiert l'espace politique en allant ailleurs que dans un parti politique ? Je crois que c'est une question qui est importante. Nathalie Kosciusko-Morizet a, elle, été donné des cours à l'IX et on a l'impression que la reconquête des contenus et de la société est aujourd'hui une manière de faire de la politique qui est la bonne manière de déranger un phénomène de monopartie et en fait de conquête, voire de monopole de l'espace politique par Emmanuel Macron. Je terminerai juste en disant une chose, c'est que
Je trouve que c'est le bal des hypocrites, c'est-à-dire que la façon dont on va contre Laurent Wauquiez en disant il est insincère, il a critiqué truc et truc, il faut regarder ce qu'ont dit les jeunes de l'école de commerce de Lyon. Ce qu'ils ont dit, c'est nous, on aimait beaucoup ce que disait Laurent Wauquiez parce que au fond, il nous disait des choses qu'on sait que d'habitude sont dites en off et en coulisses. Donc la question de comment est-ce qu'on fait apparaître la... oui, mais tout le monde sait que tout le monde en politique dit du mal de tout le monde. Donc à partir de là, est-ce que les critiques qui ne cessent de s'accumuler contre Wauquiez ne sont pas aussi le signe d'un système qui est à bout de souffle? Et au fond, est-ce que ceux qui détruisent Laurent Wauquiez ne se détruisent pas eux-mêmes? C'est une question que je souhaite poser. Nicole Nisotto. Oui, alors Jean-Louis disait tout à l'heure que la droite avait commencé un processus de redéfinition. C'est sans doute vrai historiquement, mais à très court terme, moi, ce qui me frappe, c'est que 9 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, la droite est toujours dans une dynamique de décomposition. À gauche, c'est moins vrai. La gauche a touché le fond, elle a touché la lie de l'échec total, et elle est en train de commencer un processus de recomposition. C'est pas encore le cas à droite. On a une explosion de candidats. Moi, j'en ai compté pas moins de 8 ou 10 si on va de la droite à l'extrême droite. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on a pléthore de candidats sur un créneau très étroit. Parce que si on met à part Pécresse et Xavier Bertrand, la plupart des candidats de droite et d'extrême droite se situent sur le créneau souverainiste, conservateur et plus ou moins, voire essentiellement anti-européen. Parce qu'en effet, la droite dont parlait Jean-Louis, la droite de gouvernement, si je puis dire, libérale, modérée, européenne, celle-là, elle a doublement disparu, soit parce que certains ont exercé leur droit de retrait, Lamassoure, Bertrand, Juppé, par exemple, soit parce que d'autres se sont ralliés à Emmanuel Macron et participent au gouvernement ou participent à l'Assemblée dans un groupe de droite constructive. Autrement dit, ce qui est frappant un an après, c'est qu'effectivement la droite est réduite à son noyau dur et que la seule façon qu'elle a de se consolider, c'est de gratter sur l'extrême droite. Parce qu'un récent sondage d'IFOP en janvier ou février de cette année montrait que 68% des électeurs de droite qui ont voté à droite à l'élection présidentielle approuvent aujourd'hui la politique d'Emmanuel Macron. Donc, on voit que le réservoir pour la droite, il est à l'extrême, et c'est pour ça que Laurent Wauquiez, d'ailleurs, se trumpise peut-être, mais il se le pénise également. Son vocabulaire est à la fois la vulgarité de Trump, et puis la rhétorique traditionnelle de l'extrême droite, le peuple réel, la patrie charnelle, etc., etc. Donc, on voit bien à quel point cette droite pourrait un jour venu, a des éléments pour faire alliance peut-être avec l'extrême droite. Dernier point, il y a un problème dans la recomposition de la droite, mais il n'y a pas un problème de l'électorat de droite. Celui-ci, il existe, il est important, parce que même avec l'affaire Fillon, la droite a réussi quand même à faire un quart des électeurs. Alors s'il n'y avait pas eu l'affaire Fillon, imaginez quel aurait été le résultat. Donc cet électorat de droite, il existe, et c'est la grande différence avec la gauche, où l'électorat de gauche a disparu. Est à peine à 6% des électeurs. Donc cet électorat de droite, il a donc devant lui un choix diabolique, si je puis dire, mais parce que personne n'arrive à incarner. Je crois que le problème de la droite aujourd'hui, c'est pas un problème d'électorat, c'est un problème d'incarnation. Et moi, quand on regarde d'ailleurs comment ça se situe, à droite et à l'extrême droite, il y a 2 fois 2 camps. Il y a à droite Madame Pécresse qui se veut dans une logique de gouvernement, Monsieur Wauquiez qui se veut dans une logique d'opposition radicale. À l'extrême droite, c'est pareil. Madame Le Pen se veut dans une logique gouvernementale. Monsieur, comment il s'appelle ? Philippot se trouve dans une logique d'opposition radicale jusqu'au Frexit. La question est de savoir, est-ce que c'est réconciliable ? Est-ce que dans une stratégie de conquête du pouvoir en 22, ces 2 clans, ces deux différentes parties des 2 droites sont réconciliables ? Moi, je ne suis pas sûre. En revanche, ce qui paraît plus réconciliable, c'est une partie de la droite dure et une partie de l'extrême droite de gouvernement. Pour ceux, sans doute rares, de nos auditeurs qui ne l'auraient pas repéré au passage, je voudrais souligner le lapsus incomplet de Nicole Nisotto qui, au moment où elle voulait dire élection présidentielle, a dit élection providentielle. Mais c'est vrai, je le crois aussi profondément. C'est à mon avis l'opinion d'Emmanuel Macron. Jean-Louis Bourlanges.
Oui, je suis pas d'accord avec Nicolas sur je suis d'accord plutôt avec Lucie sur la gaffe de Wauquiez. Je pense que Wauquiez est un homme politique quand même assez averti des choses. Il parlait devant un public. Quand on parle devant une vingtaine de personnes ou une quinzaine de personnes aujourd'hui, on sait très bien qu'on est enregistré. Il a choisi un mode de communication. Il ne pensait pas que ça serait diffusé, bien sûr, mais il savait très bien ce qu'il disait, pourquoi il le disait, comment il le disait, à qui il le disait. Il voulait effectivement, il a estimé qu'il avait affaire à des jeunes qui se destinaient aux affaires, qui étaient vraisemblablement sans grande culture politique, sans connaissance historique, et très décidés à secouer le système, et donc il s'est adressé à eux. La seule gaffe qu'il ait faite, c'est parce que sa nature est mauvaise, c'est de s'en être pris à Son à son mentor. mentor, à Nicolas Sarkozy. Il lui a présenté des excuses, et si on en croit le Canard enchaîné, les excuses ont été reçues avec une certaine distance, on va dire, par l'intéressé. Mais je pense qu'il a estimé, il a adopté un langage beauf, un langage anti-système, un langage alors là trumpiste, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui fonctionne très bien au sein d'une grande partie de l'électorat lepéniste ou de LR dur, que c'est quelque chose qui répond. Et les sondages ne lui donnent pas tort. Les sondages qui ont été faits depuis montrent que dans sa sphère, dans la sphère de, je ne dirais pas la fachosphère, mais la droitosphère, ces propos ont été accueillis favorablement. Je crois qu'il faut quand même partir de l'idée que l'échec de la droite est dans la pire des situations, nous dit Nicolas, l'échec de la droite est quand même une anomalie. Partout en Europe, la gauche est dans la pire des situations. Le PSOE a disparu, le Parti socialiste a disparu en Grèce, le Parti socialiste espagnol est en très mauvaise posture, le Parti social-démocrate allemand est très mal, le Parti socialiste français, c'est l'ombre de lui-même, le Parti travailliste anglais ne fonctionne qu'au prix d'une radicalisation qui rend extrêmement hypothétique, non pas son accession au pouvoir, parce que face à Madame May, beaucoup de gens pourraient gagner, mais un exercice serein, équilibré du pouvoir. Donc tout cela compose une crise très profonde de la social-démocratie, indissociable d'une remise en cause du modèle keynésien. Le modèle keynésien, pour le décrire très sommairement et sans aucune précaution académique, c'est le modèle du regretté André Bergeron. Il faut qu'il y ait du grain à moudre. Il faut que les fruits de la croissance puissent être distribués. Ce que Edgar Faure appelait en son temps le socialisme des acquets. On crée ou le partage de la plus-value. Enfin, il y a 36 définitions possibles, mais ça, c'est un peu bloqué. On doit faire des réformes de compétitivité, des réformes donc qui sont dures pour les salariés. Tout ça fait que la gauche est dans une crise extrêmement profonde. Et si la droite a échoué, c'est quand même parce que le candidat sur lequel elle s'est fixée, auquel elle s'est accrochée, était, pour prendre une formule habituelle, était à la fois sournois, arrogant et entouré d'une réputation de corruption ou en tout cas de cupidité. Donc c'est ce fait-là qui est apparu. Mais le problème, c'est que Macron a complètement capitalisé là-dessus. Il a attiré à lui les idées, les hommes, les femmes de cette droite modérée qui était en déshérence. Mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Et là, le problème qui se pose... je vais dire une chose d'abord. Il y a une différence entre la gauche et la droite sur ce plan-là. La gauche est cassée parce que son logiciel économique est cassé. Il n'y a pas de compatibilité possible entre une gauche de gouvernement, d'un gouvernement qui voudrait rester dans l'Union européenne, dans l'euro, avec le mélenchonisme. Ce sont deux choses aussi incompatibles que l'eau et le feu. À droite, c'est très différent. Vous avez, à partir du moment où vous dites que vous gardez l'euro, parce que la mise en cause de l'euro,
c'est la mise en cause des épargnants, c'est l'inquiétude du désordre économique. C'est une chose qui est massivement réprouvée par l'électorat de droite pour des raisons conservatrices. À partir du moment où vous dites ça, vous dites que vous voulez être beaucoup plus ferme vis-à-vis de l'immigration, de l'antiterrorisme, mais ça n'est pas vraiment un clivage. On est ferme, on est plus ou moins ferme, on n'est jamais assez ferme, on est toujours trop ferme. Ça n'est pas un clivage. Économiquement, la droite n'a pas trop de problèmes. Si bien que Wauquiez n'aurait pas trop de difficultés à se rapprocher du centre sans trahir ses idées. C'est en cela que la droite est beaucoup plus dangereuse pour Macron que la gauche. Même si... Et là, je maintiens que Macron fait un pari qui me paraît assez audacieux, et même un peu téméraire, qui est de dire la droite et la gauche, c'est fini, le macronisme écrase tout, République En Marche, c'est un parti intéressant, je vois très bien, les députés En Marche sont bien meilleurs que ce qu'on dit, ils progressent très rapidement, ils sont jeunes, ils connaissent des tas de trucs, la révolution numérique, des trucs auxquels je ne comprends rien, ils comprennent ça très très bien, donc ils sont de qualité. Simplement, c'est un parti dont la base est le sommet. La base de REM, c'est Macron. Donc ils attendent Macron. Et donc ils n'embrayent pas sur le problème de Macron, c'est qu'il a besoin d'une gauche modérée, d'un parti démocrate américaine, et il aurait besoin d'une droite réformiste qui serait macroniste. Et si c'est Pécresse ou quelques autres qui le feront, ça ne marchera pas. Pécresse aura finalement le choix entre Wauquiez et Macron. Donc il y a un vide au centre droit. Lucile Schmid. Oui, moi, ce que je voulais dire en réaction à ce que vient de dire Jean-Louis Bourlanges, c'est que je crois que le pari de Macron, c'est au fond de supprimer tous les opposants, et après avoir supprimé les opposants de gauche, de supprimer les opposants de droite. Et je pense que c'est le chavisme. Et je pense que finalement, en ce sens, peut-être, il ressemble à Mélenchon. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est une erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, lorsqu'on veut se maintenir au pouvoir aujourd'hui dans un moment de société ouverte, avec l'Europe, etc., imaginer qu'on peut concentrer tous les pouvoirs politiques et anesthésier la vie politique française. Je voulais rappeler que cette semaine, il y a eu la parution d'une tribune de hauts fonctionnaires qui ont dit qu'il ne fallait pas s'imaginer que la République En Marche, quoi qu'en dise Jean-Louis, pleine de jeunes talents, au fond, dirigeait la France, que c'était la technocratie. Et d'ailleurs, c'est les hauts fonctionnaires qui le disent, c'est assez intéressant, cette espèce de manière de battre sa coulpe. Sans doute, c'est pas les mêmes qui écrivent la tribune que ceux qui dirigent. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de l'anesthésie politique qui fonctionne depuis Macron. Et au moins, moi, je voudrais défendre la brutalité de Laurent Wauquiez au sens où elle peut peut-être nous réveiller de cette anesthésie. C'est-à-dire que, quelque part, lorsqu'on est de gauche, observer qu'il y a d'un côté Emmanuel Macron qui effectivement ratisse large et qui dit qu'il fait droite et gauche et qui fait plutôt une politique qui est de droite sur les fondamentaux économiques. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que doit faire la gauche ? Est-ce qu'elle doit aller du côté de Benoît Hamon ? Tout à l'heure, Nicole disait, au fond, la gauche a fait 6% au présidentiel. Non, beaucoup d'électeurs de gauche ont voté Macron. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que la moitié des sections socialistes dans certaines villes sont parties chez Macron. Donc le sujet, c'est qu'est-ce que fait la gauche ? Est-ce qu'elle estime que Macron est toujours de gauche ? Ou est-ce qu'elle estime qu'elle doit se reconstituer et proposer un projet alternatif de gauche de gouvernement ? Nicolas Bavrez. 3 brèves remarques. D'abord pour l'embardé de Laurent Wauquiez et le fait que ce serait une stratégie pertinente. Moi, je n'y crois pas pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, son problème, ça n'est plus d'être élu à la tête du parti. Donc, s'adresser et faire plaisir aux militants, ça n'est plus le problème. Aujourd'hui, son problème, c'est d'arriver à rassembler et à construire une opposition à Emmanuel Macron. C'est reconquérir le Front National, son problème aujourd'hui. Et je pense que pour ça, en fait, il se trompe maintenant de cycle politique. La deuxième remarque, c'est sur Emmanuel Macron et l'opposition. Je pense que précisément Emmanuel Macron a bien compris qu'il lui fallait une opposition, mais il veut que cette opposition soit effectivement une opposition populiste, souverainiste, protectionniste et anti-européenne, parce que c'est sur cette ligne-là qu'il a gagné l'élection présidentielle de 2017, et tout ce qui peut lui permettre de rejouer ce match est quelque chose d'extrêmement positif. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, je le répète, lui est très favorable, à la seule limite qu'il n'y a plus de garde-fou. Et enfin,
C'est vrai que la France est souvent un contre-cycle politique. C'est une exception assez souvent, et on en a une nouvelle illustration. Il y avait eu le grand cycle gaulliste, donc 58-81, qui était à rebours de la plupart des autres démocraties développées à l'époque, où la gauche était beaucoup plus présente. Ensuite, à l'inverse, au moment où on avait les réformes libérales, Thatcher, Reagan, nous, on s'est engagé dans l'expérience du programme commun qui était complètement à contre-cycle et qui a eu des résultats calamiteux. Et aujourd'hui, de nouveau, alors qu'on a la social-démocratie qui est écrasée et effectivement des expériences plutôt à droite, avec une poussée de la droite identitaire, souverainiste, protectionniste dans beaucoup de démocraties. Il se trouve que l'élection providentielle d'Emmanuel Macron fait que nous nous retrouvons de nouveau dans une situation à part. Donc c'est une nouvelle manifestation de cette espèce d'exception française qui fait qu'on est généralement à contre-cycle des autres grandes démocraties. Nicole Niesetto. Un tout petit mot pour commenter ce que vient de dire Nicolas Bavray. Je crois qu'effectivement, pour l'instant, Emmanuel Macron est plutôt satisfait de la stratégie Wauquiez, mais la difficulté, c'est que la prochaine étape n'est pas l'élection présidentielle, qu'il y a avant les élections européennes. Et sur ce plan-là, Emmanuel Macron, peut-être pour la première fois, joue de malchance. La chance a toujours été de son côté. Là, il est dans une situation où, malgré tout son projet, malgré son discours à la Sorbonne, il n'a pas en face de partenaire allemand capable de relancer la machine et donc de produire des résultats avant le début de la campagne électorale. Il est dans une situation où l'Italie, effectivement, va basculer dans le plan populiste très certainement. Et donc, les élections européennes risquent de favoriser beaucoup tout le courant de l'Europe des nations et le courant anti-européen. Et ça changera la donne des présidentielles. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à ce qui se passe dans cette région du monde agitée où Israël, l'Iran et la Syrie se heurtent les uns aux autres. Le 10 février, un drone piloté par les forces spéciales iraniennes des gardiens de la révolution islamique a pénétré en territoire israélien. Après l'avoir abattu, les forces israéliennes ont bombardé une douzaine de sites syriens et iraniens dans les environs de Damas. La riposte syrienne a permis d'abattre un F-16 dont l'équipage a réussi à s'éjecter. Il s'agit de la plus sérieuse escalade militaire entre Israël et la Syrie depuis les débuts de la guerre, et c'est la première fois que l'armée israélienne reconnaît ouvertement avoir visé des cibles iraniennes en Syrie. Accoutumée à une impunité totale dans le ciel syrien, l'armée israélienne a conduit depuis 2011 une centaine de raids aériens nocturnes en Syrie, poursuivant les deux objectifs principaux de l'État hébreu, empêcher toute implantation militaire pérenne de l'Iran en Syrie et couper l'approvisionnement en armes de pointe du Hezbollah libanais en détruisant usines de missiles, dépôts d'armes, centres de recherche militaire, etc. Israël craint à terme une libanisation de la Syrie sous coupe iranienne, le régime de Bachar al-Assad ayant largement bénéficié de l'implication militaire du régime chiite ces dernières années. Selon Ofer Zalaberg, analyste de l'International Crisis Group et auteur d'un récent rapport sur les relations entre l'Iran et Israël, les Israéliens sont persuadés que l'Iran veut faire de la Syrie une rampe de lancement pour de futures attaques. Le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a profité de la conférence de la sécurité de Munich pour dénoncer l'accord sur le nucléaire de 2015 avec Téhéran, déclarant « Dès que l'Iran disposera d'armes nucléaires, ces agressions ne pourront plus être contrôlées ». L'Iran a formellement nié avoir envoyé un drone sur Israël. Le commandant des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a prédit la fin de l'immunité aérienne du régime sioniste en Syrie. Et pour le Hezbollah libanais, soutenu par Téhéran, ces nombreux face-à-face sonnent le début d'une nouvelle phase stratégique dans la région. On aura noté le rôle joué dans ce conflit par Moscou, allié de l'Iran, qui a obtenu la cessation des frappes israéliennes après un échange entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. Sur cette question, Nicole Niesetto. Oui, alors c'est une région difficile, et ce qui se passe entre Israël et l'Iran ne peut pas être réduit à un bilatéral israélo-iranien. Je crois que le cœur du sujet, c'est ce qui se passe en Syrie, et on est partagé entre l'insupportable, quand on voit les images des massacres dans la banlieue de Damas, à Al-Ghouta,
et l'effroyable, parce que quand on pense au scénario d'évolution possible de l'ensemble de cette région, ces scénarios sont extrêmement alarmants. Moi, je crois qu'il faut partir, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, il faut partir de la situation en Syrie, où on a une espèce de guerre gigogne, c'est-à-dire il y a toujours une guerre qui s'ajoute à une autre guerre, sauf que ici, il ne s'agit pas d'avoir des guerres de plus en plus petites, comme les poupées de plus en plus petites dans les boîtes gigognes, mais c'est au contraire des guerres de plus en plus importantes et de plus en plus presque mondiales. Et donc, on a eu en 2011 une première guerre classique civile qui était la guerre entre le gouvernement de Bachar el-Assad et l'opposition, à l'époque qu'on appelait l'opposition démocratique. L'Occident regardait mais ne faisait pas grand-chose. À partir de 2013, une autre guerre s'ajoute à celle-ci, c'est l'arrivée de l'État islamique terroriste donc en Syrie, avec des bases importantes en Syrie. Et là, l'Occident commence à s'intéresser à l'histoire et il y a un déplacement de l'ennemi principal qui n'est plus Bachar el-Assad, qui est le groupe terroriste. Et donc, du coup, celui qui fait les frais, c'est évidemment le camp de l'opposition démocratique. Troisième étape, 2015, internationalisation du conflit. Les Russes interviennent en septembre 2015 pour aider le gouvernement syrien. Les Américains, contre leur gré, je dois dire, assument la tête de l'opération aérienne de lutte contre l'État islamique. Quatrième étape, 2017. Là, on a une régionalisation du conflit. Ce qui est intéressant en Syrie, c'est qu'on commence par le national, on internationalise, et ensuite, maintenant, la guerre devient régionale. Et c'est là où intervient l'entrée en guerre, si je puis dire, d'Israël, de l'Iran, de la Turquie et de l'Arabie saoudite. Donc on a sur le territoire syrien un condensé de toutes les oppositions, de toutes les rivalités de pouvoir dans la région depuis pratiquement 50 ans. Alors si on essaye de regarder les choses, et en particulier d'un point de vue occidental, si tant est qu'on ait une influence là-dessus, ce qui me frappe, c'est que chacun a son ennemi principal, joue avec les ennemis secondaires et peut se retrouver avec une accumulation de guerres imprévisibles. Je prends le cas notamment de la Turquie. La Turquie est intervenue militairement depuis longtemps, mais le 20 février a commencé une attaque à Afrin. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux, dans leur courte vue, ont armé les Kurdes, que les Kurdes victorieux demandent un résultat, que la Turquie ne veut pas voir l'indépendance du Kurdistan, et on a une guerre maintenant entre la Turquie et le Kurdistan qui pourrait mettre en péril l'alliance entre la Turquie et les États-Unis au sein de l'OTAN et le rapprochement de la Turquie avec Moscou. Donc quelque chose de absolument inimaginable il y a que quelques années. Quant à Israël, vous l'avez dit Philippe, Israël est intervenu parce qu'un drone iranien était arrivé sur le territoire israélien, mais depuis 2011, Israël mène des raids nocturnes en Syrie parce que effectivement son objectif c'est de bloquer toute implantation de l'Iran dans cette affaire. Et donc qu'est-ce qu'on peut retenir de fond de cette jungle ? Je crois qu'il y a deux choses très importantes. D'une part, la question kurde, elle est devant nous et c'est une question de risque de guerre majeure dans cette région, impliquant, qu'ils le veuillent ou non, les Européens au nom de la Turquie. Nous avons joué une politique à courte vue en armant les Kurdes. Moi, j'ai toujours été opposé à cette stratégie. C'est exactement comme on avait armé les talibans à une époque. Or, l'indépendance du Kurdistan, c'est la ligne rouge pour la Turquie, et l'indépendance du Kurdistan, c'est le trou noir pour les Occidentaux. Nous n'avons aucune idée, aucun début d'idée comment on pourrait régler cette chose. Deuxième leçon que l'on peut tirer de cette jungle, donc non seulement la question kurde est devant nous, mais que l'Iran est le grand vainqueur de ce conflit depuis la guerre en Irak de 2003. La raison pour laquelle les États-Unis sont à ce point obsédés par l'Iran anti-iranien, c'est que l'Iran est la manifestation quotidienne que l'intervention de 2003 en Irak de la part de l'administration Bush était une erreur militaire, une faute politique et un discrédit total de la puissance américaine pendant de longues années. Et je crois que la difficulté, c'est de savoir aujourd'hui quelles sont les médiations possibles. Sur la question kurde, je répète, on n'a aucune idée. Sur la question israélo-iranienne, on en a encore moins. Nicolas Bavrez.
La Syrie est vraiment exemplaire des risques qui ont été pointés à la conférence de Munich sur la sécurité, qui a traité de la possibilité du retour de guerres majeures entre les États. On s'est beaucoup concentré sur la question du djihadisme et on a finalement perdu de vue le fait que des conflits majeurs pouvaient se dérouler à nouveau entre les États. On pense à l'Asie et on pense évidemment au Moyen-Orient, et c'est ce qui est en train de se passer. La Syrie, c'est à la fois une guerre sans fin. Aucune des parties n'a intérêt à arrêter le conflit. Et puis, c'est effectivement une série de guerres ou de conflits emboîtés. On est passé de la guerre civile à l'État islamique qui a pu naître grâce au retrait américain décidé par Barack Obama. Ensuite, l'intervention des Russes. Et puis, la régionalisation. Donc aujourd'hui, on a bien à la fois une structure de guerre civile tribale extrêmement compliquée, ensuite 3 grands axes de conflits régionaux, Iran, Arabie Saoudite qui recouvre le conflit sunnite-chiite, Iran, Israël et Turquie et Kurdes. Et dessus, on a par ailleurs un affrontement planétaire entre la Russie et les États-Unis. C'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'autour d'Afrine, des bombardements américains ont tué des soldats russes déguisés en mercenaires. Et donc, le risque d'escalade, il est bien réel. Alors, c'est vrai que la configuration, du coup, est extrêmement compliquée parce qu'elle peut varier, y compris localement. Mais quand on regarde la structure, elle est très claire. On a 2 gagnants qui sont la Russie, qui est maintenant en position de pivot, qui a assurément sauvé le régime de Bachar el-Assad et qui peut s'appuyer, même s'il peut y avoir des tensions avec ces 2 pays, sur l'Iran et sur la Turquie. L'autre grand vainqueur, c'est l'Iran, qui a de fait réussi, grâce à la politique américaine, à constituer un véritable empire chiite qui, au-delà de Téhéran, comprend l'Irak, la Syrie, le Liban avec le Hezbollah, le Yémen avec les milices houthis et des alliances solides avec le Bahreïn et Qatar. Et de l'autre côté, on a des États-Unis et l'Occident qui sont largement marginalisés et une espèce de configuration inattendue, un axe qui s'est mis en place pour essayer de résister à cette double poussée de la Russie et de l'Iran, avec une alliance, une vraie alliance, y compris sur le plan militaire, entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël. Israël aidant l'Égypte et bombardant en lien avec les Égyptiens les groupes terroristes dans le Sinaï, et par ailleurs conseillant l'Arabie Saoudite, y compris pour la défense de ses frontières face à l'Iran. Alors, quelles sont les conséquences ? Bon, conséquences pratiques, pour la Syrie, elle est en voie de libanisation. C'est-à-dire que le régime va évidemment survivre, mais il ne contrôlera qu'une partie du territoire. Et il sera par ailleurs sous la dépendance de Moscou et de Téhéran. Et Israël et la Turquie essaient chacun de se créer des zones tampons de sécurité. L'escalade est tout à fait possible. Elle n'est pas certaine. Le seul régulateur possible aujourd'hui, c'est la Russie. Il n'y a pas de communauté internationale, il n'y a pas de capacité de l'Europe à intervenir et il n'y a plus de capacité des États-Unis à servir de juge de paix. Donc, c'est exemplaire des risques du XXIe siècle parce qu'on a bien un monde sans ordre, sans régulation, une violence qui est libérée de toute chaîne et un monde en fait, sur lequel l'Occident a de moins en moins de prise. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois que ce qui est très intéressant sur ce sujet, sur cette question, c'est la question russe. Parce qu'on sait très bien que la Russie n'était plus jamais intervenue à l'extérieur de ses frontières depuis la guerre d'Afghanistan. Et elle a choisi d'aller en Syrie. Bon, elle est un allié traditionnel du régime de Bachar el-Assad, mais elle choisit d'aller en Syrie en 2015. Et de fait, elle devient, Nicolas Bavray vient de le rappeler, au fond, la puissance qui peut être la puissance de régulation dans la zone, ce qui est évidemment quelque chose d'assez neuf, parce que on s'était habitué à considérer les États-Unis comme une puissance de régulation, et on voit bien que, au contraire, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont jamais réussi maintenant depuis des années à avoir une politique
internationale globale dans cette zone. C'est-à-dire que l'obsession de l'État islamique les conduit à faire des opérations au coup par coup, comme ça vient d'être rappelé en plus souvent à contre-cœur, mais ils n'ont pas une vision pour la Syrie, ils n'ont pas une vision pour le Liban, ils n'ont pas une vision pour le Moyen-Orient, qui, il faut quand même le rappeler, est une zone qui a toujours été traversée par des guerres, par des conflits, 1982 au Liban, 2006 entre guerre Israël-Hezbollah. On a l'impression que cette zone ne sort jamais de la guerre. Deuxième chose importante, je crois qu'il faut quand même dire qu'en Syrie, quelque part, toutes nos catégories sur la guerre ont explosé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu utilisation des armes chimiques, on sait qu'aujourd'hui, la question du nucléaire, la question des drones est posée, qu'il y a des attaques, ça a été rappelé par Nicole Niesotto, il y a eu une centaine d'attaques israéliennes en Syrie qui ont été totalement tolérées d'ailleurs par la Russie. Et donc on tolère depuis maintenant 2011, donc on est en 2018, on tolère depuis 7 ans maintenant, au fond, une période d'action-réaction qui ne permet pas de dessiner une lisibilité de sortie du conflit de la guerre syrienne. Est-ce que le sujet est que c'est une guerre une guerre éternelle et qui au fond débouchera éventuellement sur d'autres foyers de conflit? Est-ce que la question de la Turquie, là-dessus je serai en désaccord avec Nicole, je crois qu'il faut voir que Erdogan dans cette affaire aussi est dans une fuite en avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement incriminer les Kurdes, il y a aussi une volonté de la Turquie d'être un foyer de déstabilisation dans la région. Pour être peut-être plus rapide, sur la question iranienne. On voit bien qu'au fond, entre Nicole et Nicolas, on dit l'Iran est vainqueur. Moi, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Rappelons qu'il y a quand même eu des émeutes en janvier et que la société civile iranienne, notamment les classes moyennes, aujourd'hui demandent plus de pouvoir d'achat. Rappelons qu'en 2015, l'accord sur le nucléaire iranien était aussi une victoire de l'Europe. Et que l'idée était de réintégrer l'Iran dans le concert des nations. Rappelons que Donald Trump s'oppose très vigoureusement à cette réintégration de l'Iran dans le concert des nations en lien avec l'Arabie saoudite. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'Iran, quelque part, peut être poussé à une sorte de fuite en avant offensive, balistique, par la façon dont aujourd'hui Donald Trump, au fond, cherche à contenir l'Iran, mais je le rappelle, dans une politique internationale qui, à mon avis, n'a pas de vision. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et que cette situation est à la fois très opaque, extrêmement ingérable et absolument abominable. Je crois que vraiment, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, c'est un aveu d'échec général de ce qu'on appelle, par antiphrase j'imagine, la communauté internationale. C'est quand même saisissant. Et alors là, on a l'impression que la lutte antiterroriste, la lutte contre Daesh, a été une sorte de masque qui, à l'abri duquel, ça a été un moment manichéen. Il y avait les bons et les méchants. Les bons, c'était nous. Les méchants, c'était évidemment ces abominables gens de Daesh qui faisaient toutes des attentats ici, des massacres spectaculaires chez eux, des destructions de monuments historiques. Enfin, ils avaient vraiment accumulé, mais toutes les raisons d'aller en enfer. Donc, c'était assez simple. On était vraiment dans un régime manichéen. Quand c'est fini, on s'aperçoit que quand la mer se retire, si je puis dire, que tout est bouleversé et que les bons, c'est-à-dire nous, les gens épris de civilisation, de paix civile, d'un ordre international à peu près régulier, etc., nous sommes en très très mauvaise position. Alors d'abord, regardons Israël. Israël avait, avant tout ça, bénéficié d'une situation relativement classique. Elle avait l'amitié de la Turquie, elle avait une paix armée extrêmement stabilisée avec la Syrie, le Golan n'a jamais été un lieu de conflit, elle avait le soutien des États-Unis, et voilà, et le Liban, qu'elle contrôlait à peu près la façon dont ça se passait. Et l'Arabie saoudite était certes un adversaire historique, mais les États-Unis contrôlaient ça. Les États-Unis contrôlaient la Turquie, contrôlaient l'Arabie saoudite. La Syrie était dans une relation stable, assez lié à des pays comme la France, etc. Je rappelle que Jacques Chirac est allé aux obsèques du père de Bachar el-Assad, ce qui est une drôle d'idée, parce qu'il avait quand même fait assassiner notre ambassadeur à Beyrouth. Enfin, la politique, c'est comme ça. Donc, c'était un monde relativement stable. Maintenant, plus rien ne marche. La Turquie a échappé aux États-Unis. Elle est même en conflit. La Russie
qui est le partenaire réel, est rentré et poursuit des objectifs précis. La Syrie n'existe plus. Elle va exister sous une forme libanisée, c'est-à-dire un petit pays de 10-12 millions d'habitants, les autres fuyant partout, etc., dans un régime terroriste absolu. Israël est directement confronté du coup à l'Iran par le Hezbollah, donc il y a une tension très forte de ce côté-là. L'Arabie saoudite s'apprête à se militariser, y compris nucléairement, en même temps se rapproche d'Israël, mais dans des conditions qui sont extrêmement incertaines. Donc tout cela est affreux. Alors les vaincus là-dedans, les vaincus c'est qui ? C'est forcément les Kurdes. Alors je ne partage pas le pessimisme, enfin je partage le pessimisme, je ne partage pas le mépris des Kurdes de Nicole. Je crois que ce sont des gens qui depuis la Première Guerre mondiale en prennent plein la gueule à toutes les époques de l'histoire. Et là, ils sont bien partis, on s'en est servi et on les élimine. Et les autres vaincus, c'est l'Europe qui n'existe pas et c'est les États-Unis de Trump qui sont des intermittents du spectacle, de moins en moins dans le spectacle et de plus en plus intermittents. Merci, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai d'une part en soulignant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté de Madame Hidalgo qui a fermé la circulation automobile aux berges. Cet arrêté est extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il donne une assez bonne mesure du peu d'intérêt que Anne Hidalgo éprouve pour les lois en général. Et par ailleurs, il faut pas tomber dans le piège qui est de savoir si on est, en se prononçant pour ou contre cette fermeture des voies sur berge, pour ou contre la bagnole, pour parler comme les adversaires de l'automobile. C'est pas la question. On est pour ou contre l'ouverture de Paris à sa banlieue et à sa grande banlieue. C'est la fonction principale des voies sur berge, c'est de permettre aux banlieusards de venir à Paris, de traverser Paris et de ne pas être obligés de le contourner pour aller de l'ouest à l'est ou du nord au sud. Et par ailleurs, il y a une possibilité de piétoniser ou de donner donner à ce qu'on appelle la circulation lente, de donner les quais à la place des berges, ce qui, à mon avis, en tout cas, ce qui mérite d'être discuté, ce que Anne Hidalgo, qui n'a absolument aucun goût pour aucune espèce de discussion, a empêché que l'on discute. Et par ailleurs, je voudrais signaler la parution des Temps modernes consacrée au Venezuela par des Vénézuéliens dont beaucoup de chavistes repentis, peut-être pas tous complètement repentis au point de se rendre compte des erreurs qu'ils avaient pu commettre, mais cependant, il est quand même très intéressant de voir décrite la situation politique, économique, sociale du Venezuela à travers le regard de gens qui ont été pour ou qui ont été contre Chavez ou qui ont été pour ou contre son successeur. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander d'aller au cinéma pour voir Phantom Thread. Normalement, ce sera le dernier rôle de Daniel Day-Lewis et c'est un film tout à fait extraordinaire sur la création dans l'univers de la mode. Nicole Niesotto. Alors moi, je voudrais rester dans le Moyen-Orient et recommander la lecture du livre de Jean-Pierre Filiu, Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, qui vient de sortir à la découverte. Jean-Pierre Filiu est un ancien diplomate, devenu universitaire pour retrouver sa liberté de parole. C'est un grand spécialiste de la Syrie et il montre pour la première fois comment la collusion entre les pouvoirs autoritaires, la grande criminalité et le terrorisme aboutit absolument partout, sauf en Tunisie, peut-être, c'est le seul espoir de son livre, à brider tout élan démocratique. Un très bon ouvrage. Oui, moi je voudrais dire ma tristesse et rendre hommage après la disparition de Daniel Vernet. Daniel Vernet est mort brutalement, c'était l'ancien directeur du Monde, c'était le spécialiste des questions allemandes, c'était un ami personnel. Je dois dire que c'est ce qu'il y avait de mieux, c'est l'ancien monde, si je puis dire, le monde tel qu'il devait être, tel qu'il était, avec l'intelligence, la modération, la retenue, le sens des nuances. C'était un homme d'une extrême humilité, d'une extrême compétence, en même temps assez gouailleur, il avait cette espèce de qualité française de ceux à qui on la fait pas. Il se laissait pas avoir, et en même temps, il avait, sur le plan notamment des relations avec l'Allemagne, il avait creusé ce sillon, il avait une relation très forte avec l'Allemagne, et il a porté, je crois, le meilleur de la réconciliation en profondeur des sociétés françaises et allemandes. Je crois que c'est une grande perte
que pour tout le monde que la disparition de Daniel Vernet. Lucille Schmid. Oui, moi je voudrais dire qu'il faut lire et relire en ces temps de Brexit Jonathan Coe, et je recommanderais de relire Testament à l'anglaise, d'ailleurs un titre bien tourné par rapport au Brexit, mais qui quand même d'abord nous rappelle que par rapport aux relations internationales, la question de l'argent est quelque chose de fondamental, puisque ce livre au fond retrace la dynastie, le récit d'une grande famille anglaise qui à la fois fait du trafic d'armes, fait de l'élevage industriel. Je rappelle que le salon de l'agriculture c'est bientôt, et le personnage principal, on peut avoir qu'une grande sympathie pour lui, c'est un romancier dépressif, mais qui retrouvera le sens de la vie en allant en quête de ces grandes questions que nous abordons évidemment dans le nouvel esprit public. Merci à toutes et à tous. Toutes les références de ces recommandations sont sur notre site qui aussi vous donne toutes les indications pour nous soutenir, ce que vous faites, ce que nous souhaitons très vivement que vous continuez à faire et que vous incitiez d'autres à continuer à le faire également. Merci, c'était donc le Nouvel Esprit Public. C'est une émission qui est préparée avec Valentin Petit. Le site est animé par Nicolas Tourneau. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes produisent nos enregistrement qui a été aujourd'hui assuré par Maxime Olivier au studio L'Arrière-Boutique. Nous nous retrouverons à partir de dimanche prochain.